Bonjour à tous, bienvenue à ce quatrième webinar. Toujours sur le thème de la réponse à incident, thème qui avait déjà été abordé la dernière fois. Et le sujet d'aujourd'hui sera la détection et l'analyse, donc principalement voilà, l'analyse de la menace, c'est une fois compromission avérée, on fait après l'attaquant jusqu'au qu'il a fait. Donc c'est vraiment le but de ce webinaire. Donc voilà, on commence dans 1 minute. Pour ceux qui sont déjà là, n'hésitez pas à écrire vos questions au fur et à mesure de la présentation. Je serai en mesure d'y répondre à la fin, donc elles vont s'afficher au fur et à mesure, mais j'y prêterai pas attention. N'hésitez pas à mettre des questions auxquelles je pourrais répondre. Voilà, dès que vous y pensez, notez-les sur le petit chat GoToWebinar et je pourrai y répondre. Voilà, donc il est 15h. Commençons. Bienvenue à tous. Je suis Loïc Castel, manager de l'équipe Test d'intrusion réponse incident chez SSL 24/7. Et le sujet d'aujourd'hui sera la réponse à incident, partie 2 de ce webinaire. Donc, si vous n'avez pas regardé la partie 1, ce n'est pas grave. Elle parle plutôt de comment répondre, comment préparer une réponse à incident, faire en sorte que si vous êtes malheureusement dans le cas d'une compromission, les choses se passent bien, notamment en rédigeant un plan de réponse à incident, en mettant en place des mesures de détection, des mesures de protection, et aussi ça parle de qu'est-ce qu'il faut faire après une réponse à incident, débriefer de ce qui s'est passé pour pouvoir apprendre d'événements malheureux, mais qui, faut aussi voir les bons côtés, permettent de faire évoluer les choses dans le bon sens, je l'espère. Donc comme je le disais avant que le webinaire commence, n'hésitez pas à taper vos questions dans le chat GoToWebinar, je pourrai y répondre par la suite. Donc, où sommes-nous dans la framework de réponse à incident du NIST? Donc, le framework du NIST, pour information, SENS, l'organisme de formation le plus connu en sécurité, propose une framework un peu similaire. Donc, vous pouvez regarder les deux, ce sont des documents très intéressants. Ils ont 4 étapes, donc préparation, détection, analyse, comment contenir la menace et repartir sur un réseau clean, et l'activité post-incident. Donc là, aujourd'hui, nous allons couvrir la partie détection-analysis. Donc je vous invite à lire ce document, à le parcourir, qui est très intéressant, le NIST SP861 R2. Donc le plan, il est assez simple. Tout d'abord, on présentera la méthodologie de cette phase. C'est assez simple. Collecter les preuves, les analyser et tirer des conclusions. Je vais vous présenter les informations du day-to-day d'un ingénieur qui fait des réponses à incident. Et ensuite, à la fin, donc une conclusion et des bonnes pratiques pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, je vais probablement les utiliser dans le reste de la présentation, donc autant les introduire tout de suite. DFIR, Digital Forensics Incident Response, donc c'est le field, c'est l'environnement dans lequel on travaille. Threat hunting, je vais les garder pour la fin, mais c'est pas grave, je vais en parler quand même. Donc à l'opposé de réponse à incident, donc la réponse à incident peut contenir du threat hunting, mais le threat hunting, c'est plutôt le fait de rechercher de manière proactive une menace, même si on n'est pas sûr qu'il y a un incident. Donc là, je vais en parler après. Les IOC, les Indicators of Compromise, je ne sais pas si ça a été francisé, mais peu importe. Donc, ce sont des indicateurs qui sont ensuite traduits dans une forme technique et qui correspondent à un type de menace. Donc, par exemple, des déplacements latéraux, un type de malware, une campagne APT 49 en cours va générer des IOC, souvent plusieurs, des IOC système, des IOC réseau.
voilà, essaye aussi. Et chain of custody, donc là, c'est ce qu'il faut garder. Il faut garder cette chain of custody intacte pour, donc, en gros, en traduisant, il faut intervenir le moins possible sur les preuves, donc moins casser cette chaîne of custody, et de telle sorte à ce que les preuves qui sont récupérées et les équipements qui sont analysés puissent faire l'objet ensuite déjà de meilleures analyses et d'une procédure légale. Donc, petite introduction sur le sujet. Donc, quelque chose qui me semblait intéressant, une information que j'ai vue récemment, le dwelling time, donc c'est le temps en fait pendant lequel un attaquant se cache, entre guillemets, en moyenne est estimé à 200 jours. Donc 200 jours, c'est le temps entre l'attaquant qui va typiquement rentrer sur le réseau, enfin commencer à avoir une patte sur le réseau de sa victime, et le temps où il sera détecté. Donc ça veut dire que le temps moyen il est de 200 jours, des fois plus, des fois moins. Mais donc ça veut dire que si on tire des conclusions de cette information, il y a plein de réseaux qui sont compromis et on n'est pas au courant. Et donc il y a même eu une étude sur le sujet et plus de la moitié des dirigeants IT qui étaient visés par cette étude, qui ont répondu à cette étude, étaient convaincus qu'il y avait une menace sur le réseau, mais qui n'étaient pas au courant. Donc la détection de menaces proactives, typiquement le threat hunting en fait partie, c'est encore trop rare, même la détection de manière générale, hein, ça dépend de la maturité en sécurité de réseau, mais on voit encore beaucoup de cas qui détection sécurité. Je ne parle pas de détection système ou réseau, mais détection sécurité. Donc voilà, Proactive Threat Detection, ça pourrait être un SOC par exemple. Et bon, voilà, pas besoin de le préciser, mais voilà, l'impact des menaces informatiques grandit de jour en jour. Voilà, c'est pas demain qu'il n'y aura plus de réponse à incident ou de détection ou tout ce qui est lié à ce domaine. Donc, j'avais dit que je revenais sur le threat hunting. Donc voilà. Pour faire simple, la différence entre la réponse à incident, qui est le sujet de ce webinaire aujourd'hui, hein, sur une sous-partie, mais qui est le sujet principal. Donc, on ne va pas parler de threat hunting, même si ce dont je vais parler pourra être réutilisé. Simplement, une réponse à incident, c'est le cas où on rentre pas chez soi le soir et on est tout plein de transpiration et plein de stress parce qu'il y a un événement qui est en train de se faire et qu'il y a des enjeux derrière et on a un temps limité pour y répondre parce qu'il y a peut-être un attaquant qui va tirer profit de ce qui se passe pour faire des choses. Donc là, ça c'est une réponse à incident. Et threat hunting, c'est où on est tout cool, tout pépère et on a le temps, on rentre à la maison le soir. Donc ça, c'est la réponse à incident parce qu'on n'a pas déterminé s'il y avait eu un incident. Le but de la recherche, c'est de manière proactive trouver une menace, même si on n'a pas. Donc voilà, il y a plein d'occasions de faire du threat hunting. Voilà, typiquement, il y a eu une nouvelle campagne qui vise à certains domaines, vous allez faire du threat hunting sur cette partie, justement en utilisant les outils. Voilà. Quelques règles liées à cette phase. Vous avez déterminé qu'il y avait un incident. Vous l'avez priorisé, ça on va en parler après. C'est-à-dire que vous avez conclu qu'il allait avoir un impact sur le business qui était assez important pour le traiter de manière sérieuse. Donc, quelqu'un qui a une équipe de réponse à incident interne, pour les chanceux, mais il la faut intervenir. Et quelqu'un qui n'en a pas a fait appel à des consultants extérieurs. Donc la première chose, ne paniquez pas, hein, ça sert à rien. Il faut idéalement suivre le plan de réponse à incident s'il a été écrit. N'éteignez pas les systèmes parce que vous allez perdre toutes les données volatiles, toutes les données de mémoire, et vous risquez de ne pas avoir de reboot. Donc idéalement, on va voir dans la partie evidence collection, la partie récupération des preuves. Il ne faut pas donc, on peut faire par exemple des snapshots si c'est une machine virtuelle, ça c'est idéal, et les mettre en pause, mais ne pas les arrêter.
idéalement. Après, voilà, si c'est un ransomware et que vous savez que même si vous débranchez le réseau, il va continuer de chiffrer des données que vous n'avez pas à sauvegarder, là, il faudra peut-être prendre une autre action. Il faudra peut-être les éteindre ou trouver un autre moyen. Éviter de socialiser dans ce cadre, voilà, n'en parlez pas à droite à gauche le soir quand vous allez au bar. C'est pas une bonne idée, c'est pas une bonne chose si ce genre d'informations circule par des canaux auxiliaires. Donc il peut y avoir des communications sur le sujet, surtout s'il y a une déclaration à faire, des notifications des autorités, etc. Mais il faut que ce soit maîtrisé. Donc voilà, évitez d'en parler. N'utilisez pas de compte à haut privilège. Donc typiquement, utiliser le compte actif de domaine pour récupérer des preuves, parce que l'attaquant pourrait l'utiliser, typiquement s'il arrive à voler la session en cours, ou voler les informations de mot de passe du compte administrateur de domaine qui est utilisé. Voilà, donc évitez de les utiliser et évitez de garder cette chain of custody. Ne touchez pas aux machines infectées, touchez-y le moins possible pour éviter de recréer de nouveaux logs. Les bonnes pratiques, collecter la data, collecter le maximum de choses, faire des captures de mémoire, faire des captures de disques, etc. Utiliser les sources extérieures, utiliser Internet, utiliser les sources extérieures, peut-être par des abonnements via des CERT, pour pouvoir comparer avec ce que vous voyez pour l'analyse. C'est de garder toutes les machines, les équipements, les preuves infectées le plus possible sans les toucher et récupérer le plus de logs possible. Si vous avez un SIEM, si vous avez un moyen de centraliser, enfin ça vous l'auriez normalement fait avant, mais si vous ne l'avez pas fait, il est encore temps de le faire, si vous n'êtes pas compromis. Collecter les journaux sur un équipement centralisé qui ne va pas être affecté par l'attaque. Donc par exemple, ce sera un peu ballot d'avoir un ransomware qui se propage partout sur le réseau et qui efface votre système de centralisation. Donc voilà, faites attention à ça. Voilà. Ce sont les règles principales. Donc la méthodologie. Avant même de faire intervenir quelqu'un pour une réponse à un incident, que ce soit une équipe interne ou une équipe externe, vous allez avoir des signes d'incident. Donc les signes ils se séparent en deux catégories, les précurseurs et les indicateurs. Donc les précurseurs, ce sont des signes qui indiquent qu'il va peut-être y avoir une attaque ou une compromission. Et les indicateurs, c'est qu'il y en a eu une. Donc typiquement, voilà, quand on voit beaucoup de scans de vulnérabilité, ou quand il y a une nouvelle vulnérabilité, alors par exemple Bluekeep récemment qui est publié, sont des précurseurs. Si vous avez plein de serveurs 2003 ou obsolètes exposés sur le net avec le RDP, c'est sûr que c'est un bon précurseur. Les indicateurs, eux, ce sera plutôt des alertes d'antivirus. Voilà, c'est des alertes qui vont exister une fois que l'attaquant commet son attaque ou l'attaquant commet son attaque. Donc là, ce qu'on voit d'ailleurs, c'est le tableau des différentes sources avec des alertes, les journaux, qui sont plutôt des indicateurs de ce fameux guide du liste. La cyber kill chain. Non, alors, le but en fait de ce site, c'est de montrer un peu comment fonctionne un attaquant. Alors on parle souvent de cyber kill chain, on voit des choses assez compliquées, le chemin de l'attaquant, etc. Alors dans la vraie vie, le cyber kill chain, ça s'applique principalement pour les APT, donc les menaces avancées. Donc c'est ce qu'on voit en général, ce qu'on voit dans la plupart des attaques, parce qu'on n'a pas tout le temps des APT. C'est un peu moins compliqué que ça, mais grosso modo, on peut le simplifier en une reconnaissance sur sa victime. Il fait ensuite son attaque initiale, il utilise une vulnérabilité pour entrer sur le serveur, ou il se connecte en RDP avec un mot de passe qu'il a trouvé dans une base de leak, enfin, voilà son point d'entrée. Ensuite, une fois qu'il a une patte sur le réseau interne, il va se développer, il va essayer d'accéder à d'autres machines, d'accéder à d'autres réseaux, etc. Il va peut-être mettre en place des mesures de persistance au cas où, donc si il y a des mesures de suppression, de réinstallation, etc. qui sont faites, il va essayer de garder sa patte sur une des machines ou sur plusieurs machines. Et enfin, il va faire ce qu'il doit faire. Donc là, si son but initial, c'était de demander une rançon avec un ransomware, il va lancer son ransomware. Si c'est de faire un virement, il va le faire, etc. Quelles sont les étapes, pas de l'attaquant cette fois-ci, mais de l'analyste? Ça va être de collecter,
ensuite d'analyser les données collectées, ensuite de créer des conclusions, de faire des conclusions par rapport à ces analyses, et enfin d'agir. D'agir qui sera le fait de recouvrir un réseau sain. Sachant que là, j'ai mis des petites flèches qui vont dans un sens, mais c'est très possible, et c'est souvent le cas, qu'on revient en fait, on revient en arrière sur la phase d'avant. Donc par exemple, suite à une analyse, on se rend compte que l'attaque est plus globale qu'on le pensait, donc on va recollecter de nouveau des journaux, des artefacts, etc. Et pareil, la conclusion, on se rend compte que la conclusion en fait nécessite plus d'analyse pour qu'on en fasse d'autres, donc on repasse à la phase d'analyse, etc. Quelques exemples des incidents les plus communs, mais vous en doutez, hein, et c'est à peu près ce qu'on constate parmi nos clients qui nous font intervenir sur ce type de réponse incident. La majorité des ransomware, donc des détections de fichiers suspects, des détections de réseaux, ce sont des incidents, mais ça ne va pas forcément donner lieu à une réponse à incident. Et enfin, donc du vol de virements donc, qui font suite à du phishing. C'est les principales menaces. Différents types d'analyses. Donc là, pas besoin forcément de rentrer dans le détail. Globalement, en fonction, il y aura plusieurs types de réponses incidents. Ça pourrait être très local, ça pourrait être juste un serveur web qui s'est fait compromettre. Le serveur web, il est tout seul dans une zone où il est sur le cloud et bon, peu importe. Donc il faudra juste faire un endpoint analysis, analyser une seule machine. Ça peut être aussi analyser un seul poste de travail qui est suspect, etc. Là, il y a ici une petite analyse qui s'appelle l'analyse de binaire, donc analyse d'exécutable. Donc là, c'est si on a un exécutable analysé et on utilise bien évidemment les sources externes, ça ne donne rien. Donc là, il faut, c'est un petit peu complexe, ça peut valoir le coup de l'analyser, de savoir ce qu'il fait, à quelle adresse il va taper de son serveur, quel type de fichier il cherche, etc. Voilà. Et l'enterprise hunting qui va être le sujet principal, qui est le sujet principal de ce webinaire. Donc, essayer de comprendre la menace, de la détecter, etc. Alors là, ça va peut-être couper parce que je vois que je change la connexion. Bon, peu importe, je continue. Donc voilà, on arrive à la première phase. Donc, première phase de l'analyse. On récupère les preuves via plusieurs moyens. L'idéal, c'est de faire des snapshots. On n'a pas toujours des VM. Si on parle de workstation, ça. C'est bon, c'est reparti? Ah, ok. Désolé pour cette petite interruption. Pour information, ça durait à peu près 30 minutes le webinaire. Je ne sais pas si j'en avais discuté. Voilà, donc on ne devrait plus avoir de problème de connexion. Donc, toujours, quand on fait ces récupérations, toujours préserver la chain of custody. Hein, donc, le petit équipement, par exemple, que vous voyez sur le screen qui est sur les slides, c'est un copy blocker. Hein, donc, ça va permettre de copier un disque entièrement sans écrire dessus, un vrai blocker. Donc, ce qui permet du coup de préserver complètement le disque pour qu'il soit peut-être utilisé plus tard dans des procédures légales. Voilà, garder les originaux. On va avoir d'autres types de récupération de preuves, typiquement de la recapture de données volatiles, de mémoire, qui vont pouvoir être analysées avec des outils, on va le voir après. Et donc quand on parle de compromission d'Active Directory, si on a une suspicion que l'attaquant il allait plus loin, qu'il a fait des choses sur l'AD, on fait aussi on récupère aussi des données sur l'Active Directory. Ensuite, une fois qu'on a collecté ces données, on passe à la partie analyse. On identifie la menace, donc on essaye de comprendre qui est l'attaquant, qu'est-ce qu'il fait, d'où il vient. C'est un peu le but hein, de tout ça. Et donc, on va chercher des indicateurs, des adresses IP des attaquants, apparemment, donc les adresses IP sur Internet, hein, mais aussi les adresses IP qui sont utilisées en interne par les machines qui vont utiliser. Souvent, l'attaquant va prendre une ou plusieurs machines qu'il va utiliser comme pivot, et ensuite ces machines vont lui servir, donc la source sera intéressante à étudier. On va aussi comparer tous ces indicateurs avec des données, des databases, des bases de données sur Internet ou des données externes publiques qui nous permettront de classifier la menace à laquelle on a affaire. Je vais vous donner un exemple tout simple. Un ransomware, généralement, quand il va chiffrer des fichiers, il va les renommer. Il va peut-être mettre quelques adresses mail, des données sur les bitcoins, etc. Et cette information-là, même si on n'a pas l'exécutable original
qui effectue l'attaque, on peut déjà savoir à quoi on a affaire. C'est un ransomware, il est de telle catégorie, est-ce qu'il y a un moyen de déchiffrer les fichiers ou non, parce que la clé privée a été leakée. Enfin, voilà, c'est des informations importantes à prendre. Sur les menaces un peu avancées qui vont communiquer avec un serveur, analyser les canaux de communication. Donc, typiquement, l'adresse DNS du serveur, le port TCP UDP utilisé, tout ça. Et bien sûr, l'impact qui normalement sera facile à identifier. Après, le but aussi, ça va être de savoir ce que l'attaquant a fait et si elle est plus loin que l'impact évident, par exemple par ransomware, est-ce qu'il a aussi exfiltré des informations, est-ce qu'il a aussi créé des comptes pour pouvoir revenir plus tard, etc. Donc ensuite, et ça peut être soit au début, soit à la fin, ça dépend si on a de la chance ou pas, déterminer le point d'entrée, comment l'attaquant est venu. Donc dans certains cas, le point d'entrée, il va être évident. Même avant de commencer la réponse incident, on sait, il est passé par là, tout montre clairement que c'est le cas, donc on utilise cette piste, mais des fois on l'a pas. Et des fois ce point d'entrée, il est terminé qu'à la fin. Mais le but, c'est de savoir par où il est rentré pour pouvoir tout de suite prendre une action sur le sujet. On ne va pas rester avec une porte d'entrée béante alors qu'on est au courant. Donc, par exemple, si c'est un compte faible qui est utilisé pour du RDP, là, comme le montre le screenshot, ou si c'est une vulnérabilité sur un serveur web, on va patcher ça tout de suite, sinon voilà, il y a un risque déjà que l'attaquant original revienne, peut-être que d'autres l'utilisent. On va étudier les mouvements latéraux de l'attaquant. Donc, du coup, par exemple, utiliser des outils comme l'attaquant utilise Mimikatz, PowerShell, PSExec pour récupérer des données, récupérer des mots de passe, exécuter des commandes sur d'autres machines, récupérer des informations sur le SI et ensuite essayer d'aller d'une machine à l'autre. Voilà. Et ça, il les utilise au fur et à mesure pour aller le plus loin possible jusqu'à ce que son niveau technique lui permet ou jusqu'à ce que le temps avant qu'il se fasse détecter lui permette. Les outils maintenant qui sont utilisés, donc là on va un petit peu lister toutes les pistes, toutes les informations qui sont disponibles pour un analyste. Donc évidemment les logs, les journaux doivent être collectés, alors idéalement centralisés, mais bon, ça c'est pas forcément le cas pour tout le monde. C'est un très bon conseil, une très bonne recommandation à faire d'ailleurs, c'est de centraliser ces données et d'avoir une politique de rétention des journaux. Donc les events, ils peuvent être système, tout type de système, ça peut être même sur des mobiles. Network, donc généralement sur les logs de pare-feu. D'autres sources, vous pouvez avoir des honeypots, vous pouvez avoir, ça peut être des logs de serveurs, des logs applicatifs, voilà, il peut y avoir plein de sources, plein de journaux. Et les journaux du domaine controller sont bien évidemment cruciaux pour déterminer si, je sais pas, des créations de comptes, des modifications d'ACL, etc. Alors très rapidement sur les events Windows, voilà, il y en a des connus, le 4624, 4625. Ça, si vous avez fait de la réponse incident, ça vous parle tout de suite. Il y a la partie Kerberos, il y a des événements qui vont être très très évidents, qu'il y a eu du Kerberosting par exemple pour enlever ses privilèges sur l'Active Directory qui a été fait. Il y a d'autres types d'événements, typiquement ceux que personnellement j'utilise pas mal, c'est tout ce qui va être lié au RDP. Donc, on peut très bien les avoir dans les logs de sécurité, donc les 4624, 4625. Ça va être un certain type d'événement réseau, mais souvent, les gens de sécurité ont une attention assez faible, malheureusement. Donc, ça, c'est pas une bonne chose, c'est pas une bonne pratique respectée, mais c'est souvent ce qui est constaté. Donc, par contre, les logs de remote desktop sont en plus de rétention parce qu'il y a moins d'événements, et donc ils peuvent être utilisés pour vraiment tracer une attaque. On arrive à utiliser des petits outils comme ça, donc ça c'est un outil japonais, Logon Tracer, qui nous permet de faire des petits schémas avec, en lui donnant à manger des logs, et il arrive à retracer à peu près ce que l'attaquant a à faire et faire une timeline en fonction des comptes qui sont utilisés, etc. Donc outil très intéressant à prendre en compte. Après, il y a d'autres sources possibles. Cet outil-là, il est un petit peu vieillissant. Maintenant, il y a des choses qui sont plus à jour. Je vous invite à regarder ce poster du Sens. Le Sens, c'est une très très bonne ressource sur tout ce qui est défir, tout ce qui est réponse à incident. Il donne vraiment tous les artefacts. Les artefacts, c'est un terme que vous allez entendre assez souvent en réponse à incident. Ce sont des éléments qui sont stockés par le système,
souvent on va parler de Windows, sont des éléments qui sont stockés par le système et qui permettent d'avoir des preuves d'exécution de machine, des preuves de manipulation de fichiers. Voilà, en gros, ça permet de tracer l'attaquant, tracer ce qu'il a fait, mais ce ne sont pas des journaux. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas stockés de manière délibérée, ils sont stockés ils sont stockés sur le système, ils sont utilisés. D'ailleurs, des nouveaux qui sont découverts au fur et à mesure que l'état de l'art avance. Et du coup, le Sens en a fait un poster complet qui retrace tous ces éléments. Et ce qui nous permet d'avoir donc des preuves d'exécution, des preuves d'ouverture de fichiers, des preuves de suppression de fichiers, des localisations physiques, l'utilisation de clés USB, etc. dans certains cas. Et donc, il y a même des gentils chercheurs en sécurité qui ont fait des tableaux qui permettent de savoir quels sont les artefacts utilisables par version de Windows. Donc, je vous avoue que sur Windows Server 2003, il y en a beaucoup moins. Donc, c'est plus compliqué à faire des analyses que par exemple sur Windows 2010, où là, il y en a des nouveaux qui sont très sympas. Typiquement Recent Apps, SRUM, où là, on arrive à avoir vraiment un chemin complet. On sait exactement à quelle heure l'exécutable a été exécuté, combien de fois, etc. Sur Windows 7, Server 2008, un petit peu moins complet, mais on peut se débrouiller. Plus on va dans le temps, plus c'est compliqué. On peut aussi tracer l'historique de l'attaquant via son navigateur. Donc souvent, il a créé un compte local où il va utiliser un certain type de compte. Donc on pourra tracer ce qu'il a fait, son historique Internet. Peut-être qu'il a utilisé la machine pour faire un virement, peut-être qu'il était la machine pour faire des attaques de déni de service ou pour, je sais pas, s'inscrire, aller sur le dark web et faire des actions. Voilà, il ne voulait pas se faire tracer, donc il a utilisé les machines pour faire ça. Et on peut aussi utiliser ce qu'on appelle les shellbags pour savoir quel fichier a été récupéré. Donc typiquement, si vous voulez savoir quel fichier a été exfiltré, c'est intéressant de savoir que l'utilisateur qui a été créé pour l'attaque, il a accédé à tel fichier. On voit même les shares, on voit même les partages de fichiers qui sont accédés et les actions qui ont été faites et à quelle heure. Ça permet aussi de créer une timeline. Voilà, qui généralement fait suite à toute analyse. On écrit un rapport et dedans on va faire un enchaînement d'événements qui s'appellera une timeline. L'Active Directory aussi, hein, on peut utiliser des outils, alors des outils français d'Airbus BTA qui permet par exemple à partir qui permet de faire plein de choses, hein, d'analyser les événements sur un Active Directory, qui permet de faire des choses intéressantes, par exemple comparer deux ntds.dit, donc deux états à un temps donné d'un Active Directory, donc peut-être dans un état sain et dans l'état actuel, pour savoir quels ont été les changements. Donc ça c'est très très pratique. Bloodhound qui est utilisé plutôt pour le test d'intrusion, mais qui peut être aussi utilisé pour la réponse à incident, parce qu'il va faire une carte très complète des chemins possibles d'un attaquant vers une destination, donc par exemple vers l'administration de domaine. Et là, si on va voir un compte qui n'a rien à faire là, ça pourra être un compte qui a été rajouté par l'attaquant. Voilà. Ça permet d'avoir une vue assez globale et donc c'est intéressant. L'analyse en live de la mémoire, donc là on utilise des outils comme Volatility, Recall, le plus utilisé c'est Volatility quand même, et qui permet du coup d'analyser une capture de mémoire complète ou partielle d'un process ou de tous les process, et qui permet de retrouver tous les process qui ont été lancés, quelles actions ont été faites, par la ligne de commande, faire une timeline également, donc c'est aussi des preuves parfaitement utilisables et donc utilisable, conseillé d'utiliser pour l'analyse. Quand on fait du forensic de disque et même en live, on peut le faire, on peut accéder à la MFT, donc la Master File Table, qui contient plus d'informations que ce que vous pouvez avoir avec un explorateur classique. Donc on peut par exemple retrouver facilement s'il y a eu des noms de fichiers, même s'ils ont été supprimés, on peut savoir s'ils ont un jour fait partie du système. Donc, très pratique. Si l'attaquant supprime des fichiers, vous pouvez les retrouver, par exemple des exécutables, pour savoir quelles ont été les machines qui ont été atteintes. L'analyse du disque directement permet de passer outre des mécanismes anti-forensiques, typiquement du hooking d'API Windows par exemple. Là, si on fait l'analyse sur le disque directement, on ne sera pas bloqué par ça. Et ça permet aussi de préserver la chain of custody. Alors j'aimerais bien avoir un peu plus de temps pour parler de ces outils. Alors je pense qu'on va faire un webinaire à part, mais il y a des outils maintenant qui permettent de faire une analyse globale sur toutes les machines
d'une infrastructure, pas que du Windows, hein, du Linux, de OS X. Donc, une des premières que j'ai connues, c'est OS Query. Il y a aussi GRE, donc Google Rapid Response. Et le dernier que j'ai vu et qui est très intéressant, que j'utilise maintenant beaucoup, s'appelle Velociraptor, qui est très très simple à déployer, pardon. C'est même binaire pour le serveur et pour le client, et qui permet d'avoir vraiment tous les éléments, tous les artefacts à sa disposition rapidement sur tout un SI complet en fait. Et donc ce qui permet de faire des recherches comme si c'était une base SQL et de retrouver, par exemple, si je vous dis select étoile where executable name égale le nom du binaire qui est utilisé, qui a été identifié comme malveillant, et il va nous ressortir toute la liste des machines avec les temps d'exécution, etc. Donc ça va être très intéressant. Donc je pense que ça pourra faire l'objet d'un webinaire dans le futur. Si vous le voulez d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre des propositions hein, de webinaires. Je serai preneur. Voilà OS Query, voilà un petit screenshot de Velociraptor. Tous les events, tous les artefacts, etc., il faut les corréler. Donc ça, on peut le faire avec des outils, on peut le faire manuellement avec des scripts, avec des fichiers Excel, etc. Mais ça marche pas très bien. Ou c'est pas, quand on a des gigas de logs, c'est pas forcément une bonne idée. Donc il y a des outils exprès pour ça. Donc voilà, toute bonne équipe de réponse à incident a au moins un Elasticsearch ou utilise Splunk, un abonnement Splunk. Voilà. On utilise aussi Plasso. Plasso, c'est pas mal parce qu'en fait, on lui file un disque complet, on lui file un fichier disque VirtualBox, on lui file même un répertoire et il arrive à récupérer toutes les évidences qu'il peut. Par exemple, une ruche système, SAM, etc. Il va récupérer toutes les informations qu'il peut qui pourraient être utiles pour une analyse et ils vont en faire une base de données qu'on pourra ensuite exporter dans un TimeSketch, dans un Elasticsearch, etc. C'est super sympa. L'analyse de malware, hein, qui est bien évidemment un outil important qui pourrait faire le sujet d'un webinaire entier. Donc l'analyse, elle peut être dynamique ou statique. La statique prend bien évidemment plus de temps, mais l'analyse dynamique, ça va utiliser des outils comme Cuckoo Softbox ou des choses que vous pouvez voir sur Internet. Même VirusTotal en fait une petite. Donc voilà, ça permettra d'avoir des informations sur le binaire. Il va l'exécuter dans une sandbox. Ensuite, il va constater ce que l'exécutable fait. Il va créer des fichiers, il va modifier des fichiers, il va créer des sous-process. Il va se connecter à un serveur, on aura toutes les informations. Par contre, dès qu'il faudra faire des analyses, il y a aussi des mécanismes anti-sandbox, etc. Parfois, il faudra faire une analyse statique et pour des menaces plus complexes. Et là, il faudra sortir son IDEA, son Ghidra et faire une analyse qui demande des ressources, des compétences donc de reverse engineering. Très rapidement, un slide sur les best practices, vraiment les 5 règles pour que cette phase se fasse de la manière la plus simple possible, la plus facile possible. C'est donc de profiler son réseau et son système, donc essayer de faire des recherches d'intégrité, avoir des outils qui permettent de calculer l'intégrité des fichiers et de par exemple valider qu'il y a eu une attaque si certains fichiers qui n'auraient pas dû être modifiés ont été modifiés, pareil sur le réseau. Comprendre les comportements normaux pour qu'on puisse les filtrer et qu'on puisse du coup avoir, quand on a filtré ces comportements normaux, en fait faire une sorte de filtre là-dessus, avoir les comportements anormaux, donc liés à des analyses, liés à des attaques. Faites une politique de rétention de journaux donc pour éviter de perdre des preuves. Corréler les événements, donc là, soit souvent par un analyste, sinon par des services de SOC, etc., qui normalement doivent le faire parce que c'est leur travail et c'est leur intérêt. Donc en mettant à profit plusieurs sources et en corrélant ce qui s'est passé en fonction de plusieurs sources, donc sources réseau, système, de plusieurs systèmes, et n'hésitez pas à demander l'assistance si vous n'avez pas les ressources en interne. Conclusion très rapide. L'analyse, c'est compliqué, ça demande du temps. En fonction du type d'incident, plus la menace est globale, plus l'infrastructure est grande, évidemment, plus c'est compliqué parce que le nombre de possibilités de combinaison explose. Mais la détection, c'est encore plus compliqué. Donc, se rendre compte qu'il y a eu un incident, cette phase-là, finalement, souvent, et malheureusement, on se rend compte quand il est trop tard ou par mégarde, mais pas avec les bons outils. Donc, ce qui explique ce temps de 200 jours entre l'attaque et la détection de l'attaque. Et d'avoir des bonnes conditions pour répondre à un incident, ça change tout. Ça change tout, c'est primordial. Voilà, si on arrive et qu'il n'y a plus de journaux, qu'il y a toutes les machines qui ont été effacées, ou qu'on arrive 3 mois après,
on ne sera pas dans les mêmes conditions que si le responsable IT a gardé tout, l'équipe IT a gardé toutes les preuves, les a préservées, a fait des snapshots, a fait des captures de mémoire, etc. Alors, on ne sera pas du tout dans la même situation. Et toujours important, c'est déjà la conclusion du précédent webinaire, faites des meetings post-incident, tirez l'expérience, tirez les bonnes choses de ces mauvaises choses. C'est vraiment la meilleure chose que vous puissiez faire, une fois que l'incident est fait. Voilà, merci. On va voir s'il y a des questions. N'hésitez pas à la taper. À les taper. Moi, j'ai 2 questions. Alors, est-ce que vous mettez est-ce que vous mettez à profit, suite à la réponse à incident, des mesures des plans d'action, des chantiers sécurité? Donc oui, c'est l'avantage de faire appel à des prestataires qui font à la fois de la sécurité offensive et de la réponse à incident, donc plutôt défensive. C'est qu'on est capable d'identifier ce qu'on identifierait pendant un audit, pendant la réponse à incident. Même ça peut faire aussi parce que quand on fait une réponse à incident, on commence un peu à connaître le SI sur lequel on intervient et on peut faire des mesures au fur et à mesure. Donc bien évidemment bloquer les points d'entrée, hein, ça c'est logique, mais même des mesures sur le long terme. Et il faut aussi se dire que quand on est attaqué, ça marque les esprits et c'est souvent aussi l'occasion de passer certaines réformes qui ne seraient pas passées en temps normal pour la bonne sécurité, hein, pour la bonne marge du réseau dans son futur. Est-ce que la réponse à un incident doit être exhaustive? Alors, je pense que la question veut plutôt dire est-ce qu'on est obligé de couvrir chaque machine, chaque chose, même si l'incident il est peut-être local. Donc je dirais que non. En fait, ça va dépendre de la globalité de l'incident. Si l'incident va toucher 99% du parc, oui, forcément l'analyse va devoir être exhaustive. Par contre, s'il a touché qu'une machine, là on va essayer de regarder les machines qui vont être autour d'elle, et si on trouve rien de suspect, on va continuer. Voilà. Une petite dernière question, existe-t-il une trousse à outils type pour faire une telle analyse ou autre? Oui, il y a des machines virtuelles. Alors la première qui me vient à l'esprit s'appelle SIFT. Défir, c'est une machine virtuelle, un peu comme la Kali pour le pentest, qui permet de faire, qui contient tous les outils à disposition pour faire les analyses et qui est assez pratique. Voilà. Merci pour vos questions, merci pour votre participation. Si vous avez raté une partie du webinaire, on va le mettre sur YouTube après, donc vous pourrez le re-regarder. Et donc, rendez-vous au prochain webinaire qui sera début décembre. Merci à tous.